Parlons maintenant un petit peu de notre intervenant. Il s'agit de Dominique Roch. Dominique, vous avez un parcours parfaitement unique. Vous êtes aujourd'hui consultant en parfum naturel et cela, c'est l'aboutissement d'un parcours foisonnant. Vous avez commencé comme bûcheron, suivant cela l'histoire un petit peu écrite par votre père et puis par le hasard des rencontres, vous vous êtes mis à approvisionner en matières premières, des matières premières de qualité, la palette des plus grands parfumeurs. Alors, vous avez parcouru le monde en quête des essences les plus subtiles en gardant et dans la tête et dans le cœur la durabilité des ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines. Donc il y a ce fameux savoir-faire qui est unique pour extraire ces merveilleuses senteurs offertes par la nature et ça, vous avez à cœur de le préserver. Alors, vous êtes devenu ce que l'on appelle sourceur pour l'industrie du parfum. Cette expérience de plus de 30 ans, vous l'avez partagée dans deux livres que je conseille vivement, qui est Cueilleur d'essence aux sources des parfums du monde, qui est paru en 2021 aux éditions Grasset, et Le parfum des forêts, l'homme et l'arbre, un lien millénaire, qui est paru en 2023, celui-ci, aux éditions Grasset toujours. Et c'est sur ce dernier, en réalité, que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Voilà, donc place à Dominique Roch. Je suis bien conscient que quand on commence à parler de la forêt, le sujet est tellement vaste, tellement immense, chacun a sa propre sensibilité, son propre vécu. Donc, c'est un petit peu compliqué. La première raison de s'intéresser à la forêt, elle est évidente, c'est que même si on a tous des notions de ce que sont les forêts, ce qu'elles étaient, ce qu'elles sont devenues, les problèmes que ça pose, il y a toujours de l'actualité autour des forêts. En général, elle est assez dramatique, la destruction des forêts, les incendies de forêt, etc. Bon, mais il faut rappeler que au-delà de tout ça, les forêts, c'est la Terre. S'il fallait résumer la Terre, en gros, c'est les océans, les forêts, et puis ensuite le reste des terres. Mais les forêts, en dépit de ce que l'homme a pu leur faire, elles constituent encore aujourd'hui 30% de la surface des terres immergées. À un moment, il faut donner des chiffres pour juste prendre conscience de l'ampleur. C'est 3000 milliards d'arbres. C'est tout ce que c'est qu'un arbre. Les définitions officielles disent qu'il faut qu'il fasse 5 mètres de haut, etc. Mais enfin, 3 000 milliards d'arbres, donc pour 8 milliards d'êtres humains, donc ça donne un petit peu le rapport. C'est-à-dire que quand on parle de nous, quand on parle de l'avenir de nos territoires, de nos modes de vie, la forêt, là, elle est lointaine ou proche, mais son devenir, ce que nous en faisons, est une préoccupation majeure et immédiate. La deuxième chose, c'est de dire, mais au fond, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que les hommes ont fait des forêts et pourquoi? Alors aujourd'hui, début du 21e siècle, encore une fois, notre sensibilité, elle est plutôt de dire, en tout cas en Occident, pour la plupart d'entre nous, bon, ben, on a bien conscience que les forêts, on les a très maltraitées. On nous raconte comment on les massacre sous les tropiques. Ensuite, nous, on a des problèmes de gestion des forêts, de nature des forêts, le problème des plantations d'arbres, plantations artificielles par rapport à ce que serait une vraie forêt, etc. Donc, la relation qu'on peut avoir avec les forêts est extraordinairement forte et en même temps, on n'a pas toujours la connaissance de ce qui s'est passé. Donc, ce que je raconte, parce que ça m'a passionné à travers toutes ces années dans le livre, c'est de dire, au fond, il y a eu trois grandes étapes dans cette affaire de la relation des hommes avec les forêts. La première étape, elle est très, très lointaine, on va dire, nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, leur relation avec la forêt, pour faire très simple, c'était quoi? C'était la forêt abri, la forêt ressource, la forêt nourricière et la forêt dangereuse. Et la forêt dangereuse, c'est-à-dire la forêt intacte, la nature sauvage, dont la forêt est peut-être la forme la plus aboutie, puisqu'elle est présente depuis 370 millions d'années. Donc, pendant des centaines de milliers d'années, les hommes primitifs sont à l'abri dans la forêt et ils recherchent comment s'en accommoder, comment y vivre. Et puis, il y a une bascule avec l'émergence de la civilisation. Donc là, Mésopotamie, Égypte, première trace de civilisation, moins 8000, mais enfin, faisons un saut, on arrive à moins 3000, et en moins 3000, il se passe quelque chose de tout à fait décisif, c'est qu'on invente la capacité de faire des métaux de plus en plus performants, et en particulier l'invention du bronze. Et à partir du moment où l'homme a été capable de forger du bronze, il a été capable de faire des haches tout à fait performantes. Le texte le plus ancien de l'histoire de l'humanité, qui est l'épopée de Gilgamesh, qu'on a retrouvé sur des tablettes d'argile en Mésopotamie,
Alors, il raconte plein de choses. Dans l'épopée de Gilgamesh, on retrouve le mythe du déluge, on retrouve la quête de l'immortalité. Mais une des grandes histoires de l'épopée de Gilgamesh, c'est le roi qui part pour affronter la nature sauvage sur le mont Liban et pour aller s'attaquer à la forêt des cèdres. Autrement dit, naissance de la civilisation, le texte le plus ancien, et qu'est-ce qui se passe? On nous raconte comment le roi Gilgamesh va arriver à vaincre le gardien de la forêt des cèdres, le tuer. Ça passe aujourd'hui un peu inaperçu, mais c'est quelque chose de fantastique parce que c'est le point de départ de notre civilisation, c'est-à-dire l'homme fait un choix, non à la nature sauvage, la nature, je dois me l'approprier. Gilgamesh s'approprie la forêt des cèdres, il coupe les cèdres, et c'est le départ de quelque chose qui va durer jusqu'en 1850, qui est l'homme bûcheron. C'est-à-dire que Gilgamesh, il est le premier bûcheron du monde et il invente le passage de l'arbre vivant à l'arbre mort. Il invente le bois, en quelque sorte, sans lequel il n'y aurait pas eu de civilisation, bien sûr. Donc, euh, c'est un constat, mais c'est le franchissement d'un cap très fort. Et puis, pour pas faire trop long, on arrive en 1850 et là, nouvelle révolution. Et la révolution, c'est quoi? C'est que l'homme a tellement progressé en termes de technologie qu'il arrive à faire rentrer des machines dans la forêt. Et là, je raconte dans mon livre comment cet événement se produit pour la première fois dans la forêt des séquoias en Californie, à l'occasion de la ruée vers l'or, où tout d'un coup, on a un besoin de bois phénoménal. Et ça tombe bien, si j'ose dire, puisque les séquoias sont les plus gros et les plus grands arbres du monde, probablement ce qui était la plus belle forêt du monde, auquel les bûcherons américains vont s'attaquer et progressivement faire rentrer là-dedans des locomotives, des treuils à vapeur, la machine dans la nature, la machine au cœur de la nature. Et c'est ce qui va ouvrir les 100 ans ou les 150 ans de véritable déforestation de la planète, puisque en un siècle et demi, on aura coupé à l'aide de machines la moitié des forêts du monde. Pour tous ceux qui aiment la forêt, qui s'intéressent à son destin, à ce qu'elle est devenue, c'est très important de recomprendre tout ça. Et pourquoi est-ce que dans le livre, j'ai lié tout ça au parfum? Parce que là, on arrive au sujet de notre relation intime, la relation des hommes avec les arbres. Elle n'est pas qu'une relation de violence, qu'une relation de destruction. Les arbres sentent, les forêts sentent. Le parfum, c'est tout à fait remarquable et tout à fait fascinant pour moi, en tout cas. Le parfum, il commence avec le parfum que le vent enlève au feuillage des pins ou des sapins quand on se promène en forêt. Et à toutes les étapes, il y a du parfum. Il y a du parfum dans les résines, dans les gommes, dans les baumes. Quand on coupe un arbre, évidemment que les sciures sont très odorantes. Et ça va jusqu'à la fin de l'existence, la fin du parcours de l'homme avec l'arbre, quand on carbonise le bois, quand on le brûle et qu'on fait du charbon de bois. Et ben, le charbon de bois est la source de substances qui sont utilisées dans les parfums, notamment pour créer des notes de cuir. Et donc, c'est absolument phénoménal de voir qu'au fil des millénaires, finalement, la forêt a été une source de parfums qui continue à être utilisée aujourd'hui dans les parfums les plus actuels. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation pour les raisons que je racontais, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu voir et tout ce qui peut choquer dans ce qu'on fait aux forêts. Il y a, et on peut le comprendre, il y a des gens qui ont une position tout à fait radicale en disant, mais stop, il faut arrêter. Couper un arbre, c'est criminel. Alors, je respecte ça, mais je ne souscris pas, moi, personnellement à ça. Je pense qu'il faut couper des arbres. On est sur Terre, voilà, ça y est, c'est fait. On a besoin de couper des arbres pour faire des choses formidables. Pour rester sur de l'actualité tout à fait brûlante, on voit bien que on nous encourage à se chauffer au bois, que on parle maintenant de construire des immeubles en bois au lieu de les construire en métal ou en béton. Donc, c'est une forme d'hommage peut-être tardif, mais très intéressant et tout à fait passionnant aux arbres et aux qualités du bois. Donc, il nous faut du bois. Les arbres, ils poussent. Donc, l'accroissement du bois, il est permanent. Ce qui est capital, difficile, c'est qu'il ne faut pas couper n'importe quoi, n'importe comment. Et en prenant une formule qui est peut-être un peu facile, mais qui est vraie, il faut couper le bon arbre au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très difficile. C'est une espèce de quête. Quand on jette un regard en arrière, on s'aperçoit que globalement, on n'a pas encore été capable, à l'échelle de la planète, de faire ça.
et d'être assez raisonnable pour faire ça, ce qui induit tout de suite derrière un sujet absolument passionnant. Et quand on se tourne vers l'avenir, c'est est-ce que on est peut-être arrivé au point où on va réussir à redéfinir une relation différente entre l'homme et l'arbre, différente de celle du passé, arrêter d'exploiter les forêts comme des mines. Un mot qui me paraît très important, c'est la réconciliation. On a besoin de trouver la formule de la réconciliation entre l'homme et l'arbre. J'ai été fugacement bûcheron dans ma jeunesse après mes études et ça m'a énormément marqué. Ça m'a marqué pour différentes raisons. J'ai été bûcheron, bien sûr, pas à la hache, j'ai été bûcheron à la tronçonneuse. Ça faisait pas si longtemps à l'époque que les tronçonneuses étaient là, mais enfin, elles étaient là. Et même avec la tronçonneuse, en dépit du bruit, en dépit de ceci, en dépit de cela, j'ai eu un sentiment de plénitude et de plaisir extrême à faire ce travail de bûcheron, qui était un travail, au fond, de picorage de la forêt. Moi, je travaillais dans des forêts de mélèzes sur le mont Aigoual et voilà, les arbres étaient marqués. Il n'était pas question de tout abattre. C'était vraiment de la gestion raisonnée de futaies de mélèzes. On prélevait certains arbres, certains sapins, certains mélèzes et pas d'autres. Et donc, j'ai eu le sentiment, à y travailler, de découvrir la forêt beaucoup plus intimement, de beaucoup plus près et de façon beaucoup plus séduisante que comme un simple promeneur. Les odeurs, les mousses, les cours d'eau, les tapis de myrtille, on coupe les arbres, il faut les écorcer, l'odeur de l'écorce, voir la sève et la résine des mélèzes qui apparaît, l'odeur. Le soir, on a les habits qui sont pleins de cette odeur. Donc, je dirais que en faisant ça, j'avais, et je l'ai surtout compris par la suite, le sentiment d'être un peu l'héritier de tout ce qui s'était passé depuis Gilgamesh, parce que quand on voit les représentations des bûcherons dans la littérature, dans les dessins, dans les gravures très anciennes, ce qui est absolument fantastique, c'est que, encore une fois, en 1850, les bûcherons américains qui ont attaqué les gigantesques séquoias en Californie étaient équipés exactement de la même façon que les bûcherons que le roi Salomon a envoyés sur le mont Liban quand il a voulu prélever des cèdres pour construire son temple. Fantastique. Le débardage des grumes se faisait avec des attelages de bœufs. Pour Salomon et pour les Américains au nord de San Francisco en 1850. Les haches étaient les mêmes. On avait juste fait un peu des progrès sur les scies et on tirait tout ça avec des câbles qui commençaient à être en métal au lieu d'être en corde. Mais voilà. Donc, je pense que l'humanité des bûcherons a laissé une trace dans notre culture et dans notre imaginaire qui est phénoménale. Et je compléterai ça en disant qu'il y avait un autre grand métier qui est très ignoré, qu'on a beaucoup oublié, mais qui est absolument fascinant, c'est celui des charbonniers. C'est-à-dire que très vite, on s'est aperçu que pour forger du métal, il fallait absolument avoir du charbon de bois, parce que le charbon de bois, en brûlant, permet d'obtenir des températures qu'on ne peut pas obtenir en brûlant simplement du bois. Et donc, les charbonniers, c'est quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire qu'un pays comme la France vivait de sa production de charbon de bois. Le charbon de bois alimentait toute la métallurgie, toutes les verreries, etc. Charbonniers, bûcherons, c'est des personnages qu'on va rencontrer dans la littérature, qu'on va rencontrer très tard, qu'on va rencontrer chez Jean Giono, chez des tas d'auteurs qui redonnent cette magie. Aujourd'hui, c'est la machine qui a complètement pris le pouvoir et aujourd'hui, le travail en forêt, c'est pas toujours, mais beaucoup, des moissonneuses, des espèces de gigantesques moissonneuses abatteuses dans lesquelles c'est plus un bûcheron, c'est un pilote d'engin. Il est toute la journée dans sa machine et la machine elle coupe l'arbre, elle l'écorce, elle le débite, elle l'empile. On est rentré dans quelque chose d'autre. Mais il faut pas que ça nous fasse oublier la magie de se retrouver en forêt, individu rencontrant un arbre, l'abattre avec le respect qu'il faut avoir pour ça. On emploie souvent le mot de forêt primaire. En théorie, une forêt primaire, c'est une forêt où l'homme n'aurait pas mis les pieds. Franchement, il n'en reste pas beaucoup à la surface du globe. En fait, on peut élargir un petit peu le concept en disant que c'est une forêt dans laquelle l'homme
par choix ou par incapacité, n'intervient pas, c'est-à-dire dans lequel on ne va pas couper des arbres et dans lequel on ne va pas travailler. Alors ça, il en reste, j'ose pas dire beaucoup sous les tropiques parce qu'on en a coupé tellement que voilà, mais enfin il en reste. Et puis, dans l'hémisphère nord, il y a des petites taches qui restent. Alors il y en a dont on parle beaucoup, qui sont assez célèbres, notamment la forêt qui est en lisière de la Pologne et de la Biélorussie, qui est considérée encore comme une forêt primaire, même si elle est menacée. Il y a des petits lopins de forêt primaire qui existent en France. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tomber sur une forêt primaire, avoir la chance de pouvoir aller la regarder ou y marcher, évidemment, c'est le paradis. C'est une forme de paradis parce qu'on se dit, ben voilà, les forêts, c'était ça. C'était ça et il y en a presque plus. Alors, on peut choisir de regarder ça avec accablement ou avec nostalgie. Moi, pour des raisons de recherche du parfum, je suis allé dans l'île de Bornéo, dans la partie au nord, la province du Sabah, qui appartient à la Malaisie, et que j'ai été, bien malgré moi, le témoin de ce ravage absolu de la destruction de forêts primaires pour y planter du palmier à huile. Et je raconte tout ça dans le livre, pas tellement pour faire pleurer les chaumières, mais parce que ce qui m'avait énormément frappé, c'est le fait que moi, ça me rende malade physiquement, c'est-à-dire une forme de dégoût absolu qui m'avait saisi au bout de 7 ou 8 heures de route de ce paysage ininterrompu de plantation de palmiers à huile. Et mon guide, la personne qui m'accompagnait, qui lui avait les yeux brillants de joie en pensant à toute la richesse qui était en train de se créer par rapport à cette forêt qui valait rien du tout. Donc, au point où on est arrivé la civilisation avec la sensibilité occidentale et la sensibilité des pays qui ont besoin de se développer, les sujets, on voit bien qu'ils sont vite très compliqués. La forêt primaire, je pense, si on interroge des gens, même spontanément dans la rue à Paris ou à New York, ils vont dire que c'est un truc qu'il faut absolument sanctifier. Et ils n'ont pas tort. Et puis, mon gars, dans la province du Saba, il dit, mais moi, je vais manger comment, là, si on fait pas du palmier à huile? Donc voilà, ce dilemme, on le retrouve partout. Pour suivre un peu le paysage de tout ce qu'il y a autour de cette histoire de forêt primaire, il y a une espèce de pseudo-bonne nouvelle qui est que les forêts primaires, depuis quelques décennies, on a pour la plupart arrêté de les couper pour le bois. Parce que, pour une raison affreuse, c'est que ça coûte trop cher. Et les grosses consommations de bois, hein, je ne sais pas si vous avez vu les uns et les autres l'émission sur Ikea l'autre jour, qui était assez intéressante. Ikea, premier consommateur de bois au monde. Voilà. Donc, ces grosses sociétés, l'industrie du bois, aujourd'hui, son modèle, c'est pas du tout d'aller taper dans les forêts primaires, c'est trop loin, trop compliqué, trop coûteux, c'est de faire des plantations d'arbres, c'est de faire de l'agriculture d'arbres, ce qui pose un tout autre problème. C'est très, très important en Amérique du Nord, très important en Scandinavie, mais on a ce problème-là aussi en France où depuis, pour faire simple, depuis la fin de la guerre, les forêts qui sont plantées sont des forêts de résineux qui sont plantées monoessence en ligne. Alors c'est vrai dans le Morvan, c'est vrai dans des tas d'autres coins et qui commencent à susciter une réaction très très forte des gens qui vivent là en disant qu'on est en train de détruire ce qu'était le caractère originel de ces paysages, de ces régions et qui se hérissent contre ça, notamment en déniant à ces plantations d'arbres le nom de forêt. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Autrement dit, aujourd'hui, le seul, dirais, solution qu'on a trouvée pour fournir la quantité de bois dont on a besoin, c'est de faire de l'agriculture d'arbres et plus des forêts. Donc voilà, donc en gros, en résumé sur la question, dans l'idéal, il faudrait absolument, on a besoin de sanctuariser tout ce qui reste de forêt primaire. Mais c'est très compliqué. Et notamment pour une raison qu'on oublie souvent, qui rejoint un petit peu celle de Bornéo, c'est elles sont pas vides, ces forêts primaires. Il y a toujours eu des gens dans ces forêts. Il y a des communautés qui vivent, alors elles sont très diverses, très différentes, etc. Et ces gens-là, ils n'ont pas du tout envie qu'on les sanctuarise. Pas du tout. Donc comment on fait? Comment on fait? Je m'investis beaucoup en Amérique du Sud, au Paraguay, où il y a une forêt primaire sèche, très différente de l'Amazonie, juste en dessous, immense,
et qui est en train d'être entièrement déforesté. Alors là, c'est pas pour planter du palmier à huile, c'est pour faire de l'élevage. Parce que voilà, le danger numéro un qui menace les forêts restantes aujourd'hui, c'est l'agriculture. On a besoin de place, on a besoin de terre. On veut faire du soja, on veut faire du maïs, on veut faire de l'élevage. Alors, la forêt vaut rien, on la fiche en l'air. On essaie de lutter contre ça grâce à la valeur d'un arbre qui justement contient du parfum et qui peut faire un contre-feu à la déforestation pour le bétail. Si on prend la palette du parfumeur aujourd'hui et sa partie de produits naturels, hein, qui n'est qu'une petite partie, on va dire, de la palette, puisque la majorité des ingrédients aujourd'hui restent quand même des ingrédients de chimie synthétique. Enfin, pour la partie naturelle, on va trouver des tas de notes qui se rapportent au bois, aux arbres, aux produits dérivés. Mais ce qui me paraît encore plus fort et encore plus important, c'est que le parfum est né des arbres. Le parfum est né des arbres. La naissance du parfum, c'est tout simple. C'est des hommes qui, se baladant dans les forêts, ils découvrent des odeurs prodigieuses. L'odeur du cèdre, l'odeur du genévrier, l'odeur du cyprès, et puis plus loin, pour d'autres civilisations, hors Méditerranée, on va dire hors Proche-Orient, eh bien, le santal pour les Indiens et le oud, l'agaroud pour un peu toutes les civilisations d'Asie. Et donc, ce qui est tout à fait passionnant et ce qui marque, à mon avis, encore beaucoup l'histoire du parfum, c'est que le parfum est né de ses odeurs. Les premiers parfums, et ça se retrouve dans tout ce qu'on a pu retrouver, même si c'est parcellaire, des recettes égyptiennes du kifi, des fameux ingrédients qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, des tablettes mésopotamiennes, partout la trace de l'arbre, partout la trace de l'arbre, qui semble s'imposer avant qu'on ait les moyens technologiques de capter le parfum des fleurs, le parfum des graines, etc. Capter le parfum des arbres, c'était très simple. Les premiers parfums, c'est des bûchers. Et quand on fait des bûchers, l'homme, il sait choisir déjà. Il fait des bûchers de cèdre, de genévrier et de cyprès, c'est-à-dire où l'odeur est fabuleuse, où l'odeur est fantastique. J'ai fait allusion tout à l'heure, le roi Salomon, quand il construit le palais que son père David n'a pas réussi à construire, il veut le faire en cèdre. Pourquoi? Parce que le cèdre est un bois merveilleux de construction, mais parce qu'il sent incroyablement, incroyablement. Quand on a découvert la tombe de Khéops, 19e siècle, et qu'on a ouvert cette tombe, il y avait une barque en pièces détachées, absolument fabuleuse, puisqu'on l'a réassemblée ensuite, elle faisait, je crois, 40 mètres de long. Cette barque était construite à 90% en cèdre, les pièces de bois étaient de cèdre. 4000 ans après la mort de Khéops, le cèdre sentait toujours. Le cèdre sentait toujours. Donc je crois que les parfumeurs, même s'ils n'ont pas une immense culture des parfums antiques et de l'Antiquité, ressentent ça. Et quand ils travaillent aujourd'hui avec des essences de sueur de cèdre de l'Atlas, avec des baumes, les baumes du benjoin, avec l'encens, qui est aussi là, aussi à l'origine de la civilisation. L'encens, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la résine qu'exude un arbre dans la corne de l'Afrique. C'est l'arbre. L'arbre est partout. Donc l'arbre a imprimé sa marque sur toute l'histoire du parfum. Aujourd'hui, l'impact du parfum sur la destruction du forêt, il est en gros non existant. Mais ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Donc, il y a deux grands exemples qui montrent comment le parfum a collé à l'histoire des forêts et à l'histoire de l'humanité. C'est l'affaire du santal et du bois de rose. Donc, le santal, voilà une histoire incroyable. Le santal, c'est un arbre qui pousse notamment et beaucoup en Inde, au nord de la province du Kerala, sur la côte ouest. Et de tout temps, c'était le bois des dieux pour les Indiens. Donc, on coupait des santals, on en brûlait, on en sculptait, on en faisait des pâtes qu'on se met sur le visage, etc. Il n'y avait pas de civilisation indienne sans santal. Et puis arrive le 19e siècle, les Anglais, qui trouvent que c'est vachement bien et que l'odeur leur plaît tellement qu'ils exportent du bois, qu'on commence à distiller ce bois en Europe et qu'on se rend compte qu'on peut en tirer une huile essentielle. Et
Le succès de cette huile essentielle, le succès de cette odeur, fait qu'on fait ce qu'on fait à la même époque avec plein de choses et plein d'essences, c'est-à-dire qu'on va commencer à tout massacrer. Et gentiment, de 1900 ou de 1870 à un siècle, à 1970, eh ben, on a éradiqué, éradiqué le santal de son aire d'origine en Inde. Alors au début, c'est toujours la même histoire. C'est comme pour les séquoias en Californie. On dit, bah, mais non, mais vous vous rendez compte, la ressource, elle est infinie. Il y en a, mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a tellement qu'à force, il n'y en a plus. Voilà. Alors on a l'exemple du santal et on a l'exemple du bois de rose en Guyane, qui est une. Alors là, un exploit très proche de nous, de l'industrie vraiment grassoise, dans le bois de rose, une essence sud-américaine. Il y a une molécule qui s'appelle le linalol, qui sent très bon. Hein. Le linalol, ça rentre dans la composition de la lavande. Et donc, ça avait énormément de succès et la parfumerie avait besoin de linalol. Et puis, les besoins et la dimension de l'industrie de la parfumerie, elle explose dans la deuxième partie du 19e siècle et le début du 20e. Et donc, tous les besoins s'accroissent. Et donc, on a énormément besoin de bois de rose. Et donc, on va envoyer des machines et demander toujours plus de bois de rose, des histoires absolument extraordinaires, parce qu'il fallait aller chercher ce bois dans la jungle, à tel point que, même chose, on a fini par interdire l'exploitation parce qu'il n'y en avait plus. Donc ça, c'est les exemples du passé. Aujourd'hui, on n'est pas confronté à ça. Et puisque vous me posez la question sur qu'est-ce que le parfum parfois peut arriver de faire de positif, j'en reviens à mon affaire du Paraguay. Dans la forêt du Chaco au Paraguay, il y a un arbre qui s'appelle le gaillac, qui n'est pas très connu, mais dont la sciure fournit un parfum très important pour la parfumerie. C'est une odeur boisée très forte, parfois un peu fumée, très originale, à tel point qu'elle a été mise dans des milliers de formules de parfums depuis très longtemps. Et bien sûr, comme toujours, on s'est penché sur le destin de cet arbre et l'organisme qui regarde un peu tout ça, et heureusement aujourd'hui, qui s'appelle le CITES, a dit au bout d'un moment, il a mis en fait en connexion le fait qu'on était en train de couper toute la forêt du Chaco pour faire de l'élevage, comme j'ai expliqué, en disant, bah alors, ça veut dire on va faire disparaître le gaillac et a menacé d'interdire l'utilisation de l'essence de gaillac, qui est alors là, une déflagration pour la parfumerie, qui a dit, mais ça, c'est pas possible, nous, on pourra pas survivre sans gaillac. Et donc, on est en train de s'occuper de ça en renversant les choses, en disant, mais si on fait de l'exploitation raisonnable et raisonnée, comme on sait le faire avec des forêts, c'est-à-dire une exploitation où on prélève que quelques arbres dans la durée pour laisser le temps du renouvellement, de la croissance, etc., on peut peut-être procurer aux propriétaires des terrains un revenu qui pourrait être rentré en comparaison et en compétition avec les revenus de l'élevage. C'est pas facile, mais je crois que c'est possible. Et si on arrive à faire ça, ça va être quelque chose de fantastique, parce que si à un moment l'industrie du parfum peut dire, regardez, à ma petite échelle, j'ai contribué à sauver des milliers, voire des dizaines de milliers d'hectares de forêts primaires au Chaco, ça sera une très très belle réussite. Je connais bien le projet de Francis Allais, qui est un monsieur tout à fait remarquable, qui a consacré sa vie à différentes recherches sur les arbres et qui a ce projet très original, très provocateur et très passionnant. Et au fond, c'est dans l'air du temps et c'est très intéressant à ce propos-là. Il dit, ben, pourquoi on ne prend pas un coin en pleine Europe occidentale, pas immense, mais quand même un truc genre 25 km sur 25 km, donc ça fait un bon bout, et on déclare du jour au lendemain que c'est un sanctuaire, on va le laisser évoluer tout seul. Et alors, Francis Allais, qui connaît bien le sujet, soit des forêts tropicales, soit des forêts tempérées, dit, bah, forêt tempérée, il faudra en gros une dizaine de siècles pour que la forêt fasse tout son cycle. Elle va passer par différentes étapes, à partir de là où elle est, à des moments elle va brûler, puis quand elle aura brûlé, elle va repousser, puis il y aura les arbres pionniers, puis ensuite les arbres vont s'installer, vont grandir, etc., etc. Et lui, il dit, ben, on laisse ça, on laisse là-dedans s'installer toute la faune qui veut, et bon, on organisera des promenades, mais on s'en occupe pas, on n'intervient pas. Et il dit, ben, faudrait faire ça, genre aux confins
de l'Alsace, du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne, dans ces coins-là. Alors, c'est tout à fait formidable comme idée, je trouve. Ça serait absolument phénoménal. Ça pose évidemment des obstacles extraordinaires, notamment d'arriver à trouver un endroit. Il n'y a pas d'endroit comme ça où les gens ne vivent pas. Donc là, on ne sera pas avec des communautés ni laotiennes, ni à Bornéo, ni africaines, mais on sera quand même avec un sujet de convaincre les gens. Ça rappelle un peu quand on a pris des mesures pour faire des grands lacs et pour inonder des villages quand il a fallu faire des barrages. Son projet a entraîné un énorme courant de sympathie, mais je pense que ça va quand même être très compliqué d'y arriver. Ceci dit, je pense que la simple idée d'avoir planté ce sujet et de le faire résonner chez nous en Europe de l'Ouest est absolument formidable. Je crois qu'il faut que chacun se fasse sa petite histoire avec les arbres et la forêt. On s'en sent plus ou moins proche, on a plus ou moins envie d'y aller. En été, avec les étés qu'on commence à connaître, il faut emmener les classes d'enfants et leur faire une demi-heure de cours au soleil et une demi-heure de cours à l'ombre des arbres pour faire comprendre tout le monde ce que c'est que l'incroyable chance d'avoir l'ombre d'un arbre. L'ombre d'un arbre, pour nous, c'est quelque chose d'une banalité incroyable. En fait, c'est complètement magique. C'est extraordinaire. Donc, il faut aller marcher à l'ombre des arbres, sous une forme ou sous une autre, quand il fait chaud. Il faut se réfugier à l'ombre d'un arbre en ville, et ça nous amènerait au sujet aussi tout à fait passionnant de que faire de l'arbre et de la ville. L'ombre, l'ombre, l'ombre. Alors là, il faut peut-être pas, plus que de faire du tree hugging, il faut peut-être sacraliser l'ombre. Le projet au Sahel, c'est de partir du Sénégal pour aller jusqu'à Djibouti en faisant un couloir forestier. Donc c'est un projet d'une ambition phénoménale, mais quelque part complètement vital, parce que tout ça, c'est pour lutter contre la désertification. Et là où ça marche, c'est là où il y a des gens et où les gens se sont appropriés le projet. C'est-à-dire que le projet s'intègre à leur mode de vie, à leur mode d'élevage, à leur mode de culture, et n'apporte pas des choses trop parachutées ou genre des plantations d'arbres où ils n'ont pas le droit d'aller, ils n'ont pas le droit d'y toucher, etc., etc. Quand on a réussi à planter des arbres en Afrique subsaharienne qui font des graines qui ont de la valeur, y compris pour faire des huiles pour l'industrie cosmétique et tout ça, il a émergé des choses très positives, très intéressantes. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment, de toutes nos forces, soutenir toutes les initiatives dans lesquelles on essaie que la forêt et l'arbre luttent contre le désert. C'est un sujet énorme, colossal, et quand on voit les résultats qu'on peut parvenir à obtenir, on le sait, c'est démontré. La forêt, quand on arrive à la faire pousser, à la faire survivre, elle change le climat. Elle change le climat, elle réattire l'eau. On ne va pas rentrer dans des considérations techniques et scientifiques, mais c'est une évidence. Donc, ça rejoint mon histoire d'ombre. Le bénéfice de l'arbre sur le climat et sur notre environnement, il est fantastique. Donc, plantons des arbres, plantons des arbres. S'il y en a trop, on pourra toujours les couper. Déjà, plantons.